Acapulco, il fait chaud. Galaxy Pop. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment vas-tu ? Salut, ça va, très bien. J'essaie pas de tourner la tête de ton côté parce que je sais pas de quel côté il faut tourner. C'est ridicule. On en parlait la dernière fois. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on fait du podcast. Des fois on met la vidéo, des fois on la met pas. Mais quand on met la vidéo, on fait toujours cette blague alors qu'on est ridicule. Mais bon, il est en dessous de moi, mais il est au-dessus de tout. Et c'est Sean. Salut Sean, comment vas-tu ? Salut, ça va bien ? Ouais, ça va très bien. Et toi, je pense que tu es particulièrement joyeuse parce qu'au moment où nous enregistrons, nous venons d'apprendre que Prodigy était sauvé. Bravo, tu as bien fait ton job sur les réseaux sociaux. Save the Prodigy. J'ai participé un petit peu. Bravo. C'est très gentil de ta part. J'ai toujours pas vu la saison 1. Mais... Moi, j'ai été un peu déçu par la deuxième partie de la saison 1, mais je trouve que c'est une bonne chose que là, il y a au moins la saison 2 qui arrive, parce que elle était quasiment terminée, et ça fait toujours mal au cœur de se dire qu'un truc est quasiment fini et sorte pas. Parce que machin a décidé que ça sortirait pas, alors que il y a plus d'argent. Ils ont bossé dessus comme des malades, ils ont fait un boulot, ils ont fait de leur mieux comme pour tous les projets, et puis faut pas que ça tombe aux oubliettes, quoi. Ouais. Donc c'est bien que la saison 2 sorte, même s'il y a des chances qu'elle me plaise pas. Seul l'avenir nous le dira. Bien, ce soir, nous nous rejoignons pour parler de l'épisode numéro 9 de la saison 3, North Star, ou en français les Hors-la-Loi, paru la première fois, initialement le 12 novembre 2003. J'ai fait le tour des forums, très peu de points positifs sur cet épisode, j'ai pas donné encore les notes, mais en gros, brillamment réussi, super sympa à regarder. Par contre, les points négatifs, j'en ai noté 2 un peu vénères. North Star est un remake Rachi du bulbe de 37s de Voyager qui se prend faussement des allures de TOS avec au moins 40 ans de retard sur l'esprit. Ça fait bien mal. Malgré tout, deuxième commentaire négatif, malgré tout, cet épisode reste un peu hacké sur certains points, un manque d'émotion, de personnification ou de poésie peut-être envers ces humains enlevés il y a 3 siècles. En termes de notes sur la communauté francophone de Star Trek, il est noté 6 sur 10 et sur Ultime Frontier 7,29 sur 10, ce qui est plutôt haut pour un truc qui se mange pas mal de mauvais retours, pour une moyenne de 6,65. C'est un épisode que vous appréciez tous les deux, Thierry ? Oui, je suis pas un grand fan de western, donc le contexte me parle pas plus que ça, mais n'empêche que voilà, je passe un bon moment devant. Après, je peux dire ça de tous les épisodes de Star Trek, quasiment, de Enterprise en tout cas. D'accord. Et donc bon, voilà, c'est sûr que c'est pas mon préféré, quoi. J'avais presque oublié qu'il existait d'ailleurs, ou en tout cas au moins qu'il était dans cette saison. Moi, quand j'ai vu la vignette, j'étais... Alors d'ailleurs, c'est marrant, une fois j'ai dit à un ami qui connaît un petit peu Star Trek, qui a vu quelques séries, et je lui ai dit que j'aimais pas les westerns, et il m'a dit mais comment c'est possible que t'aimes pas les westerns alors que t'es fan de Star Trek ? Je lui ai dit je vois pas le rapport, et il m'a dit mais t'es fou, Star Trek c'est complètement un western dans l'espace. Et caravane de l'espace. Caravane. C'est Wagon Train to the Stars, oui, mais si tu veux, moi pendant longtemps j'avais beaucoup considéré ça comme juste un argument marketing en fait pour vendre ça au studio. Surtout TOS, mais ouais. Mais bon, effectivement, peut-être que le western c'est un peu trop réel pour moi, c'est les gens qui s'entretuent avec des armes à feu, bon, en jouant les gros bras virils. Alors que, en fait, c'est probablement pas réel, parce que je pense pas que ce fut aussi violent la conquête de l'Ouest, mais bon.
Il y a des anecdotes historiques, mais c'est vrai qu'elles sont un peu montées en épingle, peut-être. Bon, après, je dis ça, mais j'aime les films d'action. Alors, je sais pas pourquoi j'aime pas les westerns, en fait. C'est trop bizarre. Bon, voilà. Et toi, Sean? Est-ce que t'as Ah, vu pardon. et aimé Firefly? Oui, j'ai bien aimé Firefly, oui. Après, j'avais vu avant de découvrir Star Trek, alors peut-être que j'aurai un avis différent aujourd'hui dessus. Parce que Star Trek m'a fait beaucoup réévaluer beaucoup de choses. Donc, Moi, si j'aime cet épisode, ben moi, au contraire, à l'inverse de Thierry, je suis pas mal fan des westerns. Je cherche activement des westerns nouveaux, vieux à regarder assez souvent. C'est une ambiance qui me plaît, même si effectivement, je pense que c'est un peu dramatisé. Puis je pense que c'était beaucoup plus sale que ce qu'il nous le montre. Mais cet épisode-là, comment dire? Je pense que je l'aime plus que ce que je voudrais l'aimer. Je pense que c'est pas un très bon épisode, puis je voudrais être fâché contre, mais je l'apprécie. Ok. Ben, on va voir ça dans quelques instants, parce que d'abord, voilà la question de la journée. Et avant de répondre, avant de la poser, je voudrais que tous les deux, vous montriez bien vos mains à la caméra, tous les deux, s'il vous plaît. Voilà. Je n'en ai pas. J'ai pas de main. Donc voilà, pour les personnes qui nous écoutent en podcast, Thierry et Sean lèvent bien les mains. Ils ne pourront pas tricher à la question du jour qui est combien font 9 fois 12 ? Thierry, je t'écoute. C'est quoi cette question de merde? Elle est contextualisée, je vous expliquerai plus tard. Je suis tellement mauvais en multiplication. Techniquement, j'ai plus de chances de répondre juste parce que pendant qu'il calcule, j'ai le temps de calculer. Allez, Sean, vas-y, le premier. Ah, mais c'est encore pire. Tic-tac, tic-tac. Dans 10 secondes, j'arrête le compte à rebours et vous n'avez plus le droit de répondre et votre réponse sera forcément 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 107. 2, 107 pour Sean. 104. Je sais plus, 104. Ok. S'il y a des vieux qui le regardent, ils vont être totalement choqués. Ah ouais, ils vont être absolument chamboulés. 107 et 104, c'est noté pour chacun de vous deux. Et c'est parti, scène numéro 1. Désolé maman, si tu nous regardes. Ouverture sur un groupe de cavaliers qui, holy cow, ce sont des cow-boys. C'est parti pour l'épisode à la TOS. Les cavaliers sont 4 et vêtus de beige et tient une torche. Il semble être le chef. Alors attends, j'ai cru qu'il y avait une photo. Hop, il semble être le chef. Spoiler alert, pas du tout. 2 sont très sombres et le 4e est attaché par les mains. Et oh mon Dieu, ils vont pendre le prisonnier. On note au passage qu'il s'agit d'un extraterrestre, puisqu'il a du maquillage assez discret sur le visage. Un homme s'adresse à lui. Il porte un haut de forme de méchant, comme dans Cloud Atlas et dans Dr. Sleep. Bam ! Coup de pistolet, les chevaux ont peur et le prisonnier se fait pendre. Générique. Punaise, ok. Alors, on est dans un western. À ce moment-là, je note, j'espère que ça va être au moins fun parce que j'aime pas trop ça, moi. Et on a apparition du nom du réalisateur David Staten, qui est donc le réalisateur de Anomaly et de The Shipment, ce qui nous promet au moins un peu de bagarre. Spoil alerte, eh ben non. Voilà. Enfin, un petit peu à la fin, très cool. Ouais, mais c'est sur la fin. Moi, déjà, cette intro, moi, j'avais pas du tout fait gaffe. Enfin, je me rappelais plus du tout de l'épisode quasiment. C'est vers le premier tiers que je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, je me suis commencé à me rappeler l'intrigue. Et du coup, l'intro où tu démarres direct en mode western, c'est là, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, on était dans l'espace pour chasser les Xindi, et puis là, paf il y a des cow-boys à cheval avec des torches qui crament des mecs, enfin qui font des lynchages. Ouais. Je trouve que l'effet fonctionne. L'effet de surprise, le truc du waouh, ça marche. Alors, dans mes notes, je l'ai noté un peu plus tard, j'essaierai de ne pas le redire, mais j'ai l'impression, alors j'ai pas revu le film, mais j'ai l'impression que c'est un remake cette scène d'introduction, c'est un remake ou un hommage très appuyé à une scène du film Impitoyable.
mon film de western favori à cette heure. Et j'ai l'impression qu'il s'agit d'une réponse ou d'un hommage appuyé à cette scène, je crois. Bref, quelque chose à dire, c'est très accrocheur. Hein. C'est un peu violent. On voit des pieds qui vont... Scène numéro 2. Le corps du pendu est dans une boîte sans couvercle. Un homme demande qui va bien vouloir payer les frais. Une femme répond que ces gens-là n'enterrent pas leurs morts. La tension monte entre les deux protagonistes. On comprend que le pendu aurait dû avoir un procès, mais qu'il ne l'a pas eu puisqu'il a été pendu. Mais que de toute façon, le procès, ça y est, j'ai regardé ailleurs, je suis perdu. Mais que de toute façon, le procès l'aurait fait pendre par les mêmes personnes qui l'ont déjà pendu, donc au moins ils ont gagné du temps, quoi. C'est donc un parallèle avec l'Amérique raciste. Voyez, absolument impitoyable, ça vaut le détour. On note que les personnes qui discutent semblent humaines, elles n'ont pas de maquillage, et parlent du pendu comme étant un skag. La femme, Bethany, est pas contente et s'en va. Tu nous montres un plan de vue de loin du village des cowboys. Ouais, assez cool. C'est le plan qui revient le plus souvent pour dire on revient au village. Scène numéro 3, sauf s'il y a des choses à dire sur cette truc. J'étais un petit peu distrait pour le dialogue, j'ai pas tout noté, donc j'ai été un peu rapide. On introduit ici la première utilisation du mot skag. Donc on connaît pas encore c'est un peu le concept de l'épisode, puis on sait pas encore que c'est une autre espèce et puis qu'ils ont un nom d'espèce, mais skag, je trouve que c'est un terme très bien trouvé parce qu'il fait vraiment dérogatoire puis raciste, honnêtement, juste de l'entendre. Ouais. Ben surtout, oui, voilà, et quand on connaît le mot en entier, il est bien trouvé. Après, juste rien que la manière dont il le dit et le tournure de phrase où le mot est, tu comprends tout de suite que c'est un skag. Ouais, l'intonation rajoute beaucoup de contexte. Scène numéro 3. Au pied de l'arbre à pendu, un cowboy est en train de réajuster ses gants. Oh mon Dieu, c'est Archer! Il fait un signe de tête à Bethany qui, cette malpolie, ne lui répond pas. Puis il rejoint dans la rue Tipol, déguisé en hippie. Elle lui confirme que les villageois, on est dans une ville du Far West, sont bien des humains. Tucker les rejoint et confirme que les crachoirs sont de véritables crachoirs. Super. Elle n'est pas en hippie, c'est une blague, mais c'est parce qu'elle a comme faisait Spock à l'époque, elle a une espèce de bandeau autour de la tête et il est à motif à fleurs, donc je me suis dit ça fait très hippie. Scène numéro 4. Cowboy Archer appelle l'Enterprise. Reed répond avec Oshi. Il indique qu'il y a environ 6000 humains sur la planète répartis dans un très petit rayonnage de kilomètres que je n'ai pas noté. Il y a également moins de 1000 extraterrestres et pas de traces de technologie et les bâtiments ont plus de 250 ans. Cowboy Archer ordonne alors la dispersion du groupe. C'est cool, hein? Non? On s'y croirait. Les décors sont très beaux dans cet épisode. On sent que les acteurs et actrices s'éclatent. Oui. Pour les décors, je crois qu'ils ont tourné ça dans un truc à Hollywood qui est un décor permanent qui sert à tourner plein de westerns. Ça m'étonnerait pas. Il y a 2 rues, il y a une rue, tu changes l'angle de caméra et c'est bon. Et de toute façon, dans l'histoire américaine, le cinéma de western, c'est une centaine d'années. De même que d'ailleurs ce qui a pris place au cinéma de western, j'ai l'impression que c'est le cinéma de super-héros qu'on est en train de vivre. Et je pense que dans 30 ans, lorsqu'il y aura des épisodes hommage aux films de super-héros, les acteurs et actrices seront super heureux de le faire. Donc là, ça les fait rire. En effet, Archer, il est... alors là, Scott Bakula, il est trop heureux, quoi. J'en profite pour le dire maintenant, parce que j'ai pas pensé à le placer dans l'intro. Mais en gros, c'est un épisode western, mais ça aurait pu être un épisode dans un autre contexte. Parce qu'en fait, David Goodman, le scénariste, quand il a pitché l'histoire, il avait mis en avant le fait que ça pouvait être placé soit à la Rome antique, soit au Moyen-Âge, ou soit pendant la conquête de l'Ouest. C'est Brannon Braga qui a choisi. Et en fait, David Goodman, il a proposé ce scénario
parce que Brannon Braga avait demandé au scénariste de trouver une histoire style Terre parallèle, comme dans TOS. D'accord. Et typiquement, TOS, voilà, il y a eu Spectre of the Gun pour le western, il y a eu des épisodes Rome antique, etc. Donc, c'était vraiment dans l'idée de faire un hommage à ce style d'épisode qu'il y avait dans TOS, quoi. Ouais. Mais moi, je me dis, je rentre le soir, il est 17h, j'allume la télé et je vois l'épisode de la semaine qui est un western. Je me dis, ouais, c'est chouette, quoi, c'est cool, c'est fun. Ça a dû faire plaisir aux spectateurs de l'époque. Je suis pas mécontent que ce soit plutôt un western que quelque chose de Moyen-Âge, château en Europe, parce que je pense que non Ça aurait seulement été pour un merveilleux. public américain, c'est probablement plus accrocheur, mais en plus, du point de vue d'une production américaine, je pense que c'est quand même plus authentique. C'est vrai. Mm. Bah, surtout quand t'as Tucker qui parle comme ça. Bref. Même Archer, Par son contre, Dracula, il se sent à la maison, tout le monde est heureux. Ils ont, comme on disait, ils ont des décors déjà construits dans leur studio. Fait que non, Une fois de plus, hein, par contre, on se demande un peu ce qu'il fait dans cette saison. Bah écoute, on en verra. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un arc. Ça fait genre 3 épisodes qu'on a que des trucs qui sont plus sur l'arc Xindi, 2 ou 3, je sais plus. Enfin, ouais, et même le prochain. Hein, oui. Enfin bon, bref, on va y venir dans 5 minutes. Après, le western, c'est comme la science-fiction. C'est un moyen qui te sert à tout. Tu peux tout dire via le western, tout faire via le western. Comme la science-fiction, tu peux tout faire, tout dire. Scène numéro 5. Dans une étable, Cowboy, Tucker et T-Paul cherchent un cheval. Un gentil vendeur leur propose un cheval à $20. Cowboy Tucker lui dit « Non, frère ». Il sort son harmonica et lui souffle un air. Ça suffit pas. Alors, il lui donne également un pistolet en promettant de ramener le cheval. Cowboy Tucker et T-Paul partent donc à cheval vers un autre village dans une scène un peu rigolote. Mon épouse était là à ce moment-là et elle m'a dit « Et qu'est-ce qui lui prouve qu'il va le ramener, le cheval ?» Je lui ai dit ben, « Ça va, c'est pas un voleur, c'est un mec d'une utopie, c'est un mec de Star Trek, il va lui ramener le cheval. » « Ouais, mais moi, je suis sûr qu'il va pas lui ramener. » « Ben non, mais je sais pas, écoute chérie. » Et au final, il lui a jamais ramené le cheval. Elle avait raison. Par contre, le gars, lui, ce qu'il lui prouve, c'est qu'il lui a donné son flingue. Et un pistolet, c'est quand même un truc qui coûte cher. Ouais. Et qui est précieux parce que, enfin, en tout cas, dans le contexte du Far West, on va dire hollywoodien, le flingue, si tu l'as pas, tu meurs, quoi. Donc, du coup, il t'en faut un. Donc, le fait qu'il laisse en gage, c'est une grosse preuve de confiance, quoi. Et surtout sur cette planète où il n'y a pas de manufacture, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de truc, donc ça doit être très rare. Hein. De plus, la scène est découpée en 2 parties. Une première fois, les personnages sont dans l'ombre, dans l'étable, le soleil découpe leur silhouette et le ton est très sérieux. Puis, pour monter sur le cheval, c'est en plein jour et Tucker fait de nombreuses mimiques, comme on peut le voir actuellement à l'écran. Il n'arrive pas à faire avancer son cheval. C'est super drôle. T-Paul n'a pas du tout envie de monter. Ça fait du bien, c'est très agréable et c'est bienvenu. C'est une des seules notes humoristiques de l'épisode, je crois. On avance. Scène numéro 6. Cowboy Archer rentre dans un saloon. Direct, tout le monde lui jette un œil et on voit notamment un skag. Après quelques échanges courtois avec le barman qui sert un café, c'est bien mieux qu'un whisky ou qu'une bière, coup de poker très finement joué de la part de Archer qui se fond dans la population avec une facilité déconcertante. Puis, la bande qui a pendu le skag du début rentre dans le bar. Notons que le barman n'est pas content du tout. Les 3 s'assied. Merci. S'assoissent et commandassent à boire. On apprend que l'homme au chapeau est le shérif adjoint O. Et immédiatement, il harangue le skag en lui disant de s'asseoir à leur table. Ça sent le fumier, cette histoire. Évidemment, le skag lâche un seul mot pour contredire l'homme au chapeau et c'est parti. L'homme sort son pistolet, le pose sur la table et incite le jeune skag à le prendre et à lui tirer dessus. Cowboy Archer, voyant cela, se prépare à la bagarre. La tension monte, mais avant que qui que ce soit ne fasse un mouvement, notre cowboy se lève et réclame un café.
Quelle classe, bravo à lui. J'ai pris note de ce Pris au crâne dialogue. de la paix. Oui, Ouais, vas-y. j'ai pris note de ce moment. Je trouve ça très fort de sa part genre, de désamorcer la situation avec une question aussi comme, genre mondaine. Genre, Je peux avoir un deuxième je café, peux s'il avoir vous un plaît? café, s'il te plaît? Ouais, c'est bien, c'est très très Ouais. bien. Non, c'est très bien. Je saurais pas. On veut tous désamorcer ce genre de situation, mais tu sais pas vraiment comment t'y prendre. Puis lui, c'est un génie. Archer, Ouais. c'est un génie. C'est un super-héros. Il mérite Oui. le prix au crâne de la paix, comme je l'ai noté. Ouais. Non, mais c'est bien à noter qu'il il va pas commencer à casser la gueule au shérif adjoint en disant non, tu touches pas. Non. Il pourrait Café, dire s'il te fuck plaît. la prime directive, elle n'existe pas encore, on bute tout le monde et c'est parti, c'est bon. Il se retourne. Fini. Alors que l'homme au chapeau commence à s'engrainer sur Cowboy Archer, je pense qu'il a un problème d'ego, ce petit gars. Le shérif arrive. On s'attend peut-être à ce qu'il calme les ardeurs de son adjoint, mais que nenni! Il fait comprendre à Cowboy Archer que ça serait bien qu'il dégage de là. D'une très belle manière également. Il lui dit, c'est bon, je pense que vous avez bu... Non, il fait un peu trop chaud pour du café en ce moment. Et Cowboy, il comprend et il s'en va. De plus, il ordonne à son adjoint de garder un œil sur Cowboy Archer et de s'assurer qu'il quitte bien la ville. J'étais trop déçu de voir que je m'attendais à ce que le shérif soit en désaccord avec l'adjoint. Spoil alert, il le sera un peu plus tard. Mais le voir débarquer, je me suis dit, c'est bon, il va calmer la tension et tout. Il va... Non. Il dit, toi, tu dégages et toi, tu le surveilles. Et ça, c'est cool aussi, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont la même. Ouais. On peut en parler après, là, si tu veux. Ah non, Mais vas-y. Ouais, vas-y. Ils ont des. Ils ont la même position en soi, le shérif et son adjoint, mais ils ont des interprétations, puis on va dire, ils sont d'un extrême et de l'autre, alors qu'ils partagent la même position. Ils ont le même but, essentiellement. À ce moment-là. Il y a un peu un changement plus tard, le shérif, mais à ce moment-là, oui. En même temps, d'un point de vue interne, c'est normal. Le shérif, il arrive, il y a un étranger qui est en train de s'engrainer avec son shérif adjoint et il y a un skag au milieu. C'est normal, il s'en prend à l'étranger. Je pense que c'est... Après, dans cette scène, il dit pas au shérif adjoint quand même de lâcher un peu la grappe du skag. Ouais. Si, la scène se termine avec le shérif adjoint qui dit tu le laisses tranquille, s'il te plaît. Oui, donc il y a quand même un truc, devant Archer, il soutient son adjoint, mais une fois qu'il est plus là, une fois qu'ils sont entre eux, quoi. Même s'il y a les clients du bar, mais les clients du bar, c'est ceux de la ville, ils connaissent. Là, il y fait sa remontrance quand même. D'ailleurs, on a en fond les clients du bar quand l'adjoint commence à s'engrainer avec le skag et ils s'en vont. Ça fait très western classique, style... ou parodie de western façon Lucky Luke, tu sais, ils prennent leur shopping, ils se barrent. Scène numéro 7. Dans un extérieur très étrange, on voit un campement. Il semblerait qu'il soit constitué de restes de vaisseaux spatiaux. J'ai marqué spatiaux. Cowboy, Tucker et T'Pol observent le campement et déduisent que le vaisseau est là depuis au moins 200 ans. T'Pol veut s'approcher pour enquêter alors que Tucker n'est pas d'accord. Sympa sympa. Attention, tu as la souris en plein milieu. Très daté visuellement en termes de technique, mais l'idée de mêler les arbres avec les vaisseaux spatiaux, c'est cool, je trouve. Je pense que... Parce que visuellement, c'est pas plus choquant que d'autres épisodes qu'on a vus récemment avec les compounds Xindi, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un petit contraste entre tout ce qui est vrai, tous les décors vrais de cet épisode avec les effets spéciaux. Oui, c'est vrai. Même quand ils seront dans le campement un peu plus tard, c'est pas très joli non plus. Hein. C'est pas... le décor est pas fou, je trouve. À noter que les scanners de l'Enterprise n'ont pas détecté ces restes de vaisseaux. C'est vrai. Peut-être que Reed n'a pas jugé utile de préciser. Il y a du métal. Quel incompétent. Ouais, puis c'est des mais si, c'est pour ça qu'ils sont partis, non? Il l'a pas dit, il y a un amassement de...
Ah non, c'est là où il y a les extraterrestres. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. Pardon. Désolé. Scène numéro 8. C'est la nuit dans la ville. Benedict est en train de faire je ne sais pas quoi exactement, alors que Cowboy Archer rentre dans sa maison et la surprend. Red flag. Il lui parle du skag pendu et du fait qu'elle a payé pour son cercueil. Ok, je viens de réaliser qu'elle était prof et qu'elle était en train de ranger sa classe. Après quelques échanges courtois durant lesquels Cowboy Archer glisse qu'il pense que la vie des Scargariens, c'est leur nom, a la même valeur que la sienne, il finit par lui demander la vérité à propos de cette histoire de pendaison. Mais plutôt que de répondre, elle enchaîne avec la scène numéro 9. Et oui, on continue les enchaînements de scènes propres, je trouve, et toujours très compliqué pour moi pour les prises de notes. Rien à dire. Scène numéro 9. Sous le regard méchant et énervé du shérif adjoint et de ses hommes, Benedict amène Cowboy Archer en charrette. Elle s'appelle pas Benedict, hein. Bethany. La scène numéro 10, j'ai noté Bethany. Je ne sais pas pourquoi sur ces deux scènes, j'ai marqué Benedict. Écoutez, coupure pub. Scène numéro 10. Dans la nature, un groupe de Scargariens voit s'approcher Bethany, j'ai encore noté Benedict, et Cowboy Archer. Bétadine. Le groupe... Comment Bétadine. Bétadine. Le groupe vit dans une étape... Ça y est, tu m'as déconcentré. Le groupe vit dans une épave de vaisseau spatial et au milieu de quelques feux éparses. Oh, coup de bol, c'était le même campement qu'on trouvait Tucker et T'Pol, ce qui rend leur action précédente inutile. Cowboy Archer les présente à Bethany. Cowboy Archer renvoie les deux autres à bord de l'Enterprise pour continuer son enquête puisqu'il et elle ont récupéré du techno-blabla venu du moteur. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré, Thierry ? C'est des unités de mémoire. Je ne me rappelle plus le nom exact qu'ils lui donnent, mais c'est des stockages de données, quoi. C'est comme s'ils avaient trouvé des cartes SD ou On dirait de la méthamphétamine. des trucs comme ça. On dirait des Lego transparents surtout. Ouais. Mais du coup, leur action n'a pas été inutile. Oui, bon, ils ont eu le temps de Puisqu'ils ont faire pu ça. avant qu'ils arrivent. farfouiller un peu de leur côté, et puis ça leur a permis de montrer ça à Archer. C'est des petits rébibis qu'ils ont fabriqués avec du pistolet à colle. Oui, ça doit être. Bon, bref. Scène numéro 11. Bethany fait faire des multiplications aux enfants. 9 x 12. Réponse à la question, ça fait... Ça ne fait ni 107 ni 104. Ça fait 108. Vous êtes tellement mauvais. Eh ouais, 9 x 12. Vous faites 10 x 12, ça fait 120. Moins... Il sait même pas. Il sait mais pas, non, le mais gars. ça marche pas. Et aussi mauvais Mais que voyons nous, donc. Mais non, mais là. attends, Est-ce que 120 ça moins, 120 moins 9, ça fait pas 8, 108. Mais t'es pas bon. Attends, mais T'es comment mauvais, Attends, Jack. c'est quoi le calcul? T'es mauvais. Ah mais oui, non, c'est 120 moins 12, ça fait 108. Vous êtes nul en calcul mental. Bah oui, mais moi je l'ai dit, j'étais nul en calcul mental, j'ai prévenu. Hein. Et voilà, toujours 2-2 pour nos Moi, je deux suis pas allé à compagnons l'école, de route. T'as été à l'école en France, c'est pire que tout. Donc Bethany est en train de donner classe C'est pas un à point des pour moi, enfants je suis quand même plus Scargariens. proche là-dessus, là. Non. Non, ça suffit pas. Alors que le cours prend fin, la maîtresse invite les élèves à raconter à Cowboy Archer pourquoi les humains et les Scargariens vivent ensemble. Les Scargariens auraient enlevé des humains pour les ramener et les faire travailler sur leur planète. Mais les humains, on ne saura pas la suite puisque le shérif adjoint déboule. Alors que le shérif adjoint s'en prend à Bethany, Cowboy Archer leur saute dessus. Mais j'ai pas de bagarre à raconter car il se fait ramasser un coup de poing de la part de l'adjoint dans la gueule. L'adjoint emporte les deux. Fin de la scène. C'était très rapide. Il a pas le temps d'agir. Il saute sur le premier, il se relève, boum, KO. Voilà, Star Trek, Gluing Shit on Kids since 1954.
Toujours, assez 64? surprenant. Donc, pour les gens qui nous Ouais, écoutent en j'ai dit une grosse podcast, en bêtise. fait, j'ai mis un peu en retard la capture d'écran Ouais, des enfants skek qui. pas très inspiré, hein, ce design d'extraterrestre. Hein. Ouais, ils ont des pustules, quoi. Ouais. Ah, mais C'est dommage, ils auraient pu faire des reptiliens. c'est pas le focus. Ouais, mais c'est dommage. Enfin bon, oui, voilà, une fois de plus, hein, la parabole a plus d'importance que la forme, mais c'est dommage. On va leur donner du crédit. On va dire que ils ont voulu faire un maquillage discret pour renforcer l'idée que le racisme est stupide parce que, tu sais, ils sont quand même très ressemblants. Pas de noir dans cet épisode. Ça aurait Même, été trop obvious. même pas Travis. Non, mais dans les Scargariens, voyons. Scène numéro 12. Dans la cellule, au petit matin, Bethany et Cowboy Archer sont en train de discuter. Cowboy Archer demande ce qu'il va arriver à Bethany, mais elle ne semble pas craintive. Cowboy Archer lui demande alors de terminer l'histoire. Les Scargariens enlevaient donc les humains pour avoir de la force de travail pour construire une colonie. Plein de questions qui me viennent, mais je finis la scène et on en parle. Mais les humains se sont rebellés, ont tout cramé et ont pris le pouvoir de manière à ce que les Scargariens n'aient aucune chance de le récupérer. L'adjoint shérif vient chercher Cowboy Archer. Pourquoi est-ce que les Scargariens viennent aussi loin chez les êtres humains pour chercher de la main-d'œuvre? Alors, on ne sait pas si à cette époque-là, donc c'est 250 ans, 300 ans plus tôt, on ne sait pas si les Expense existent déjà ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est super loin. Ça, on l'a déjà établi. C'est super loin pour l'Enterprise qui va à Distortion 5 avec l'ancienne échelle de distorsion. Mais eux, ils ont peut-être des vaisseaux qui vont à Warp 9.9.9.9, on ne sait pas. Et si tu as le Prodigy, c'est sûr que tu fais ça en rien de temps, quoi, comme trajet. Et si c'est le cas, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre? Bah, ça, c'est le gros défaut de l'épisode de base. Hein. C'est, si tu sais créer un réacteur à distorsion, la technologie qu'il faut pour ça, elle est tellement incommensurable que tu n'as pas besoin de main-d'œuvre, d'aller chercher de la main-d'œuvre humanoïde nulle part, quoi. Oui. Des Et voilà, et tu robots, des rebondis sur cette hologrammes, question en te disant, et pourquoi les Scargariens, ils sont pas venus voir comment ça se passait, leur colonie? Bon, peut-être que c'était des dissidents qu'ils avaient coupé. Non, mais il est Bon, possible. Il n'y a pas une histoire où ils se sont crashés en cours de route et Si, que ils se c'est sont pas là où écrasés sur cette planète. Hein. Donc c'est pas une colonie à la base. Alors, ils avaient enlevé les humains pour construire une colonie. On ne sait pas si c'est cette planète qui devait être la colonie, mais ils se sont crachés dessus. Mais Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont eu une avarie, ils sont allés vers la planète vivable la plus proche et ils se sont écrasés dessus, quoi. oui. Et pourquoi le reste de leur civilisation n'est pas venu les chercher? Oui, alors ça, par contre, oui. Bah, peut-être qu'ils n'ont jamais été retrouvés, peut-être que la civilisation voilà. a été détruite, peut-être que tout simplement, ils allaient chercher des esclaves sur plein de planètes différentes, puis il nous manque une boîte. Ouais, ben ce convoi-là, il n'a pas marché. Ouais, Non, voilà. mais- Peut-être quand ils sont allés voir comment ça se passait sur la colonie, bah, il n'y avait personne sur la colonie parce qu'ils sont jamais arrivés là. Et... Ok. pas où ils sont. Non, mais ça pose Ouais, plein de d'accord. questions pour nous qui avons du recul. Enfin, Mais Et pour depuis moi, ça, maintenant, ils sont assimilés, les Borg les ont pris, puis c'est fini. non, le problème essentiel, c'est vraiment le truc du pourquoi ils ont besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre, quoi. Mais bon, c'est pareil pour les Klingons. Enfin, c'est un truc qui est dans Star Trek depuis la série originale, en fait. Donc, à un moment donné, tu Après, il y a des trucs, peut-être que leurs colonies, elles sont à base de creuser des trous dans la lave et que la main-d'œuvre meurt à coup sûr. Donc, peut-être qu'ils vivent dans des gaz ou des trucs comme ça. Oui, on n'est pas tous Romulus qui a une planète complète de Riemann esclaves à côté de la maison pour creuser nos trous. Toi. Ouais. Pas tous nos propres esclaves, il faut qu'on aille les chercher ailleurs. Ouais. Salut Beleu. Scène numéro 13. Dans le salon de coiffure, le shérif est en train de se faire raser. Super scène, très cool, mais on voit que l'acteur n'est pas du tout à l'aise et il tremble légèrement. Je pense pas que le couteau soit un vrai couteau, mais bon, bref. Le shérif a fait venir Cowboy Archer pour l'interroger sur ses actions et intentions. Arrive rapidement une confrontation d'idées sur l'éducation des enfants et la différence que fait la loi entre les humains et les Scargariens.
Le shérif ordonne à Cowboy Archer de quitter sa ville au plus vite et annonce que Bethany va en prendre pour au moins 10 ans de prison. J'aime bien l'acteur qui joue le shérif. T'as une photo du shérif ou pas? Non? C'est pas grave. Non. Plus tard. Je sais pas, je sais pas, il m'est sympathique. Alors qu'il joue là, jusqu'à présent, tout ce qu'il a montré, c'est que c'était un salopard. Mais, je sais pas, il m'est sympathique. L'acteur. Il y a le. J'ai oublié de mentionner un truc. Quand on parlait de l'histoire des Skagariens et puis des humains, etc., il était mentionné le nom du leader de la révolte des humains, qui s'appelle Cooper Smith. Et Cooper Smith, c'est le nom d'un personnage de la série Wagon Train de 1957. Oh. Voilà, donc gros hommage. Ça va être très western comme nom. Cooper Smith. Ouais, ok. Bonne référence. Tu l'as vu, Sean, Wagon Train? Me semble que j'ai vu ça il y a vraiment longtemps avec ma mère. Parce qu'elle elle a une collection de westerns comme beaucoup plus classiques, tu sais. Ok, il me semble que j'ai vu ça il y a longtemps. C'est en noir et blanc, ça? Oui. Pas de ça. Ah, ok, non, c'est une série dont tu parles, toi? Non, c'est juste des films. Ouais, c'est une série. Non, donc j'ai pas vu ça. Parce que bon, a priori, ça serait ce qui a inspiré Star Trek. Ouais. Je suis curieux de voir le point commun qu'il y a. Ils vont visiter des planètes, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déserts entre chaque ville, tu sais. Totalement. Mais c'est sur la même base que cette série. Comment ça s'appelle? Les gens qui vont sur des bateaux, là. Merde. Des gens qui vont sur des bateaux. Quand on fait une boat cruise. Non. La croisière s'amuse. C'est comme la croisière s'amuse. Chaque port et chaque arrêt, c'est plus les mêmes personnes qui montent à bord autour de la même équipe, par contre. Désolé. Scène numéro 14. Sur l'Enterprise, T'Pol, qui a une nouvelle tenue, je crois, annonce à Cowboy Archer que l'équipe a réussi à obtenir quelques infos. Scène numéro 15. Dans le bureau du shérif, l'adjoint surveille Bethany alors que quelqu'un frappe à la porte. Oh, c'est Cowboy Archer! Il dit qu'avant de partir, il a oublié de faire un truc et paf! Patate dans la face de l'adjoint qui s'écroule sans demander son reste. Cowboy Archer libère alors Bethany. Grosse patate. Il est KO. Des choses à dire? Rien? Qu'est-ce que tu fais? On appelle ça un jailbreak. Ouais, attends, de quoi vous parlez? Je comprends pas. Punchline. La punchline de Archer, j'ai oublié de faire un truc avant de partir? Non, il dit on appelle ça une évasion. Enfin. Ah, d'accord. Elle dit qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit on appelle ça une évasion et elle lui répond ouais, je sais. Mais du coup, elle s'en rend compte, mais elle avait ça pas sonne envie. mieux en anglais, je crois. Ouais, genre elle est pas très consentante de s'évader. Bon, bref. Scène numéro 16. Le shérif rentre dans son bureau et découvre son adjoint en prison. Le shérif est en prison. Film de Mel Brooks. Alors que Cowboy Archer et Bethany s'enfuient en calèche, l'adjoint sort son Colt et bang! Il tire sur Bethany sous le regard impuissant et passablement ahuri du shérif. Cowboy Archer saisit Bethany et demande à l'Enterprise de le téléporter au nez et à la moustache des villageois. Coupure pub. Trop cool. Ouais. Moi, j'ai l'adjoint en train de tirer en capture d'écran. Ah, pardon. La classe. J'aime bien cet acteur aussi. J'ai eu un doute à un moment donné, parce que je me souvenais plus de l'épisode, vraiment. Il y a des moments où il y a des parties dont je me souvenais, comme je disais au début, mais je me souvenais plus ça. Enfin, comment ça se passait, et je me suis demandé si elle n'était pas morte, et que genre, T'Pol allait lui faire la leçon, genre, c'est ce qui se passe quand on interfère, tout ça. Mais en fait, non. J'avais noté, il tue Bethany sous le regard impuissant, blablabla, et je me suis planté quand j'ai parlé. Visuellement, la scène précédente, l'image précédente, c'est vraiment beau. Je trouve que l'image est
Placement de caméra parfait. Ouais. Jeu de l'acteur, hein. Il surjoue toujours un peu, ce mec. Il joue vraiment le salopard de film de Mais ça cowboy lui va très classique. bien. Je Et trouve que dans ouais, cet épisode, tout le monde est très bien cast. tout à fait. Ouais. C'est des bons. C'est des bons. C'est des bons. Non, mais scène super choquante. Hein. Pan, paf, elle tombe de la calèche et tout. Je dis, wow. Ça lui apprendra. À s'enfuir de prison. Scène numéro 17. On voit enfin le vaisseau, dis donc. Waouh. Dans l'infirmerie, Phlox opère Bethany pour retirer la balle tout en se rinçant l'œil sur le nombril très sexy de l'actrice. Alors que T'Pol gronde Cowboy Archer pour s'être téléporté en pleine vue, Phlox indique que Bethany est en fait une métisse puisqu'elle semble humaine bien qu'elle semble humaine, elle est à 25% scargarienne. Donc, ouais, en effet, Archer se fait bien engueuler, comme tu disais, par T'Pol. Mais pas parce qu'elle est morte, mais parce que ils ont vu la téléportation. Quoi. Voilà. Elle peut crever, c'est son problème. Elle avait qu'à pas Après, s'enfuir de au prison. final, T'Pol ne le sait pas encore, parce qu'Archer lui a pas fait son rapport, je pense. Mais au final, même si la prime directive existait, c'est pas grave, parce qu'ils sont arrivés avec un peuple qui connaît la distorsion, donc ils sont déjà contaminés culturellement, ils savent déjà qu'il y a des aliens et tout ça. Et ouais, Bah, techniquement, c'est eux la contamination culturelle. Oui, bah oui, carrément. Oui. ouais. C'est toi la contamination. Scène numéro 18. Dans le bureau, l'adjoint donne son avis au shérif. Il soupçonne Cowboy Archer d'être un espion infiltré des Scargariens. Il voudrait mener un groupe pour attaquer la ville des Scargariens et tout détruire. Mais le shérif est contre et le rappelle à l'ordre. L'adjoint lui rend alors son étoile et se libère du joug du shérif. Voilà comment on tombe dans une radicalité totale. Bon, c'était le coup de pistolet avant, qui était déjà une forme de radicalité totale. Mais bon, enfin, remarque que c'était peut-être la pendaison du début de l'épisode aussi. Donc, Oui, non, mais le mec, c'est clairement... voilà. Oui, on n'a plus rien à faire, quoi. plusieurs Il questions. assume. Là. Ouais. Pourquoi ils les ont pas tous tués, les Scargariens? Pourquoi Parce les qu'ils humains, les ils ont utilisent pas- comme esclaves. Très probablement que le serveur, là, dans le bar, il n'est pas payé. Hein. Ouais, ça Ok, m'étonnerait donc qu'il ils soit s'en payé. servent pour ça. Il y a ça. Après, pourquoi est-ce que les Américains de l'époque n'avaient pas tué tous les Noirs à l'époque de Ouais, parce qu'ils les voyaient, on va de dire la qu'ils conquête de voyaient l'Ouest? ces pauvres gens Je pense que plus le utiles parallèle, comme ressources. Que... il n'est pas forcément à faire avec les Noirs, mais plutôt avec les natifs américains. Hmm. Oui, aussi. Même si c'est un peu... même si du coup, il y a le petit twist qui inverse le truc dans l'épisode sur l'origine. Mais au final, c'est plutôt les natifs américains qui sont relégués dans des camps alors que c'est leur planète. Enfin, leur planète, leur pays, pardon. et qui sont utilisés comme main-d'œuvre pas chère ou gratuite aussi, quoi. Là, techniquement, c'est la planète à personne, ici. Là. Ouais. Puis, deuxième question, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? C'est la planète à ta mère. Ah, ok. Pardon. Désolé. Ça fait quoi? 200 ans? 300 ans? 200? 200 ans, ouais. 250 ans. Ok, est-ce que vous pensez que lui, il coupe le poids en deux? 250 Non, ans. mais c'est ce qu'ils disent au début de l'épisode, les bâtiments ont 250 ans. Est-ce que vous trouvez ça plausible qu'il n'y ait pas vraiment eu d'avancée technologique? Bah, ils sont pas très nombreux. Est-ce que les limites de ressources pourraient comme... C'est compliqué, hein. Ils sont empêcher le Je développement? pense qu'ils vraiment sont pas pas assez très nombreux. nombreux pour Ils développer sont- une industrie. Et des ils sont manufactures, l'équivalent oui, de- mais une industrie, c'est compliqué, je pense. Ok. Ouais, il y a 3 fois mon village, hein. C'est vraiment rien. Hein. C'est chaud. C'est une petite ville, hein, 6 000 habitants. Ils pourraient être tous au même endroit, ça changerait pas grand-chose. C'est pas évident, ouais. Voyons, la ville de Hoche. Hoche Pendant dans que le tu Gers. cherches, je voulais noter juste le truc. J'ai bien aimé au fil de l'épisode jusque-là, parce qu'après, de toute façon, c'est plus trop le sujet, qui parle beaucoup de la loi. Genre le shérif, pas l'adjoint, mais le shérif, lui, il dit souvent bah, la loi, elle est comme ça et je suis là pour la faire respecter. Et, et évidemment, nous qui voyons l'épisode, et même pour tout le monde, on voit bien que c'est pas juste.
Oui, Et donc, il ça se... donne le fait de mettre en avant le fait que c'est dans la loi, c'est un petit rappel qu'une loi, c'est pas forcément juste. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ça, des fois. Et qui se cache derrière. Ouais, non, mais tout à fait. Il y a 25 000 habitants dans Auch. Donc, c'est un quartier. Et Auch, c'est une des plus petites villes de France. Je sais pas si Sean est toujours là. Il a l'air d'être là. Je continue. Scène numéro 19. Rapport de Hoshi qui a traduit les données récupérées dans les restes du vaisseau. Elle confirme l'histoire contée plus tôt. Mais alors que faire? Parce que ce sont des humains. On ne peut pas les laisser ici. Mais Mayweather souligne qu'on ne peut pas non plus transporter 6000 personnes comme ça. Et ouais, ils ont raison tous les deux. Archer tranche. On reviendra quand on aura pété la gueule aux Xindi. Et d'ici là, on va leur dire la vérité. Voilà. Parce qu'il faut pas déconner quand même. On a des choses à faire. On va pas s'arrêter sur toutes les planètes qu'on croise. Est-ce qu'il y a une autre solution? Il y a Hoshi en photo. Est-ce que c'est important de ramener les humains comme s'ils faisaient encore partie de la communauté humaine? Ou est-ce que... C'est important de leur demander leur avis, je pense. Est-ce que ce serait pas plus intelligent de déplacer les Skagariens? de déplacer les habitants de la Terre sur la planète. Non, de prendre tous les humains là. C'est stupide. Désolé. Oh, on est fatigué ce soir. Le plan foireux. C'est moi qui bois du Goodwin. Ça, c'est un plan si c'était l'IA qui déciderait, tu sais. Oui, notre IA actuelle. Notre IA actuelle. Non, mais est-ce que c'est pas plus intelligent d'enlever leur avis, d'enlever les Skagariens, puis de les envoyer eux à notre endroit? On peut enlever tout le monde. Enfin, il faut demander l'avis de chaque. Non, mais dans le sens où il faut demander l'avis de tout le monde. En fait, ouais. Ok. C'est vrai que là, Archer, il parle pas du tout des Skargariens. Là, il parle que des humains et ils veulent prendre les humains et les amener ailleurs. Donc, potentiellement, laisser les Skargariens là. Bon, pourquoi pas. Scène numéro 20. Alors que les villageois vaquent à leur occupation, une navette de l'Enterprise survole les bâtiments. Alors que la navette se pose, de nombreux habitants, dont le jeune Skargarien et le shérif, s'approchent. Le jeune Skargarien, c'est le serveur du saloon au début de l'épisode. Le capitaine Archer sort accompagné de Reed, T'Pol et de 3 Lone. Plan iconique en contre-plongée progressive. We need to talk. Balance Archer au shérif. Wow, quelle démonstration de puissance sans la moindre violence. Regardez-moi cette photo, ce charisme absolu de ces 3 protagonistes. Même Reed est charismatique, quoi. C'est incroyable. C'est génial. Non, mais là, et pour le coup, là, c'est pareil, ça fait genre la cavalerie arrive, quoi. Ils arrivent. Tu remplaces la navette par un cheval, tu les fais descendre du cheval, tu fais le même plan. C'est merveilleux. Vraiment, là, rien à dire. La réelle de cet épisode est très bonne. Hein. Ouais. Pardon, c'est ce que tu allais dire. Ouais. Excuse-moi. On l'a dit à 2, fait que ça compte pour le double. 2 fois plus. Scène numéro 21. Échange courtois entre le shérif et Archer dans un placard. Tout petit espace là, juste avec une vitre. Archer lui explique ce que l'on vient d'établir. Le vaisseau ne peut pas prendre les habitants pour le moment, mais Archer tient à faire une petite mise au point avec le shérif. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. Vous avez la ref? J'ai perdu le nom du film. La classe américaine? Non? Bon, bref. Bah non, mais il y en a trop dans la classe américaine, on peut pas toutes les retenir. Ce à quoi le shérif répond: ouais, mais bon, c'est pas toi qui as souffert sous le joug des Skargariens. Ce à quoi Archer répond: c'était il y a 300 ans, frère, toi non plus. Bref, chouette échange quand même. Là, je l'ai un peu passé en dérision, mais c'était cool. Confrontation d'idées. Moi, j'aime bien ça, quand ça argumente. Une fois de plus, le shérif, il a perdu d'avance, mais c'est cool. Et puis, une fois de plus, c'est pas violent. C'est du tréquien dans l'idée. Scène numéro 22. Dans la rue, Reed et T'Pol papotent du fait que c'est long. Je revois les 3 Lone et me dis qu'ils sont bien nombreux pour pas grand-chose. Ça va faire la bagarre et il va y avoir des morts. Et je suis content parce que j'ai raison.
Scène numéro 23. Hop là, pardon, 23. Le shérif et Archer sortent du placard. Alors qu'Archer s'apprête à annoncer que le shérif va monter à bord de l'Enterprise, bang! Coup de feu, le shérif est à terre. I shot the sheriff. C'est bien l'adjoint qui a abattu son ancien patron. Archer voudrait parler, mais l'autre ne veut pas. Coupure pub. Cette montée de tension, quand même, c'est assez cool. Elle a la classe, elle. Très cool. Des choses à dire? Bah, rien de plus. Non, C'est je cool. continue dans mon tunnel. Désolé, hein, je parle beaucoup. Non. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein. Il se passe des choses, bon, c'est comme ça. Scène numéro 24. Archer réussit à faire parler l'adjoint et à le faire très légèrement douter. Mais c'est sans compter sur Reed qui perd son sang-froid et tire sur un des hommes de l'adjoint. Piou piou, pam pam, ça tire dans tous les sens et c'est trop cool. Oh mon Dieu! Archer s'est pris un coup de chevrotine qui lui a arraché la moitié de l'épaule. J'espère que t'as la photo. Dis-moi que t'as la photo. Non. T'es parti trop loin. Ah. C'est incroyable. Je l'ai mise sur le Discord, je crois. Ou c'est peut-être dans notre conversation à tous les trois que je l'ai envoyé. Ouais, je sais plus. Mais par contre, Reed, pour moi, il perd pas son sang-froid. Hein. Ah, il Pour voit moi, du le mec mouvement. qui sort à la fenêtre, il allait tirer pour moi. Il ouvre la truc et il arme son fusil. On ne sait pas s'il allait tirer ou pas. Non, mais après, je me moque de Reed, clairement, mais bon. Ouais. À défaut de me faire physiquement mal, je vais défendre Reed ici, puis je pense que... Non, je pense que mais oui. vu la tension... Je pense que c'est pas une perte de sang-froid, je pense que c'est... il a collé la shot, c'était la bonne action à prendre. Si on prend tous les agents de sécurité qu'on connaît, donc Reed, Worf... Worf serait assommé actuellement. Non, mais... non, mais tout le monde aurait tiré. Peut-être pas celui de Voyager. Kira, il aurait déjà gagné. Tu vois que je sais pas s'il aurait tiré à ce moment-là. Mais non, mais après, c'était vraiment... Là, c'était pour la forme et la blague. Hein. Je pense que c'était tout à fait légitime de tirer. De toute façon, c'était la seule issue possible. On ne va pas se mentir. Archer court se réfugier dans l'étable, suivi de très près par l'adjoint. Vous le voyez arriver. Baissez le son de vos écouteurs. Bagarre! Alors que l'adjoint entre prudemment dans la grange, Archer lui saute dessus depuis l'étage. Les deux sont à terre dès le début du combat. Archer saisit son adversaire d'une main dans le dos et le projette en arrière. Mais l'adjoint a bien remarqué le point faible d'Archer et met un coup de pied dans son bras. Sous le coup, Archer s'effondre, mais il a le temps de se relever pour faire face à son adversaire. L'adjoint tente un crochet du droit, esquivé très facilement par le capitaine qui réplique d'un gauche dans le ventre, puis d'un direct dans la mâchoire. L'adjoint est à terre, mais il parvient à se relever et assène un direct dans la blessure béante d'Archer. Puis, il se jette sur Archer et ensemble, ils s'enfoncent une porte d'un box à cheval. C'est impossible à faire dans la vraie vie, je le sais, j'ai essayé. Les deux roulent sous le cheval, il semble que l'adjoint ait l'avantage. Il essaye d'étrangler Archer, qui réussit à faire passer ses deux jambes du même côté et à projeter l'adjoint. Ça n'a aucun sens, même vous pouvez essayer autant que vous voulez, ça ne peut pas, c'est physiquement impossible de faire basculer une personne qui est par-dessus toi de cette manière. Mais ce vil flic apporte une sorte de crochet qui traîne par là. Archer fuit, mais l'adjoint le rattrape. Archer esquive les coups. Oh! Le crochet est planté dans le box. Ni une ni deux, Archer en profite. Crochet du cloche en pleine poire. Coup de pied du droit dans le ventre. Et voilà! Coup de genou dans le nez, l'adjoint tombe en terre, c'en est fini de lui. Victoire par KO. Pour cette violence de combat. Ah, t'as fait saturer ton micro tellement c'était violent. J'ai postillonné comme un fou. Non, mais c'était un combat très violent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, on a vu Archer tuer un mec avec une statuette de Cochrane dans la poitrine. C'était moins violent que ce qu'on vient de voir. Entre le coup de chevrotine et les patates qui se mettent. Mais là, on est dans le western. Ouais, on est thématiquement, vraiment, on est dans le Far West. Alors, on a le droit de, tu sais. Ah ouais, d'accord. On a le droit de se casser la gueule pour vrai, là. C'est vrai. Toujours dans la scène 24, pendant ce temps-là, le combat semble être à l'avantage de l'équipe de Reed. Pardon ? Les spectateurs aiment pas ce gars.
Les spectateurs trouvent que c'est un con, donc il mérite de se faire Il tabasser. faut y casser la gueule. Oui, c'est vrai. Néanmoins, un cow-boy prend T'Pol en otage et menace de la tuer. Je crois qu'on a la photo. Reed décide de tuer T'Pol. Il hausse les épaules en souriant avant d'abattre le cow-boy choqué par son adversaire venant de commettre un vulcanicide. Très bonne scène. Non, évidemment. Ouais, c'est très marrant. C'est Très bonne génial. scène. Étonnant même qu'on n'en a pas eu de Oui. nombreuses scènes comme ça avant dans Star Trek. Ben ouais. Mais après, il n'y a pas si souvent, il me semble, des scènes de prise d'otage comme ça. T'as fait la prise de la capture d'écran au meilleur moment. Mais La non, mais pauvre T'Pol. oui, bah, en fait, je suis revenu en arrière pour prendre quand il tire sur T'Pol parce que c'est trop bien. Le principe est trop bien. Je sais plus, il y a quelques temps, je disais que justement, faut en profiter. Ils ont des trucs qui sont Qui non sentent, létaux, ouais. qui font qu'assommer. Bon, bah, vas-y. Et puis elle le Et là, sait. c'est exactement ce qui se passe, quoi. Elle doit le savoir. Tu sais, tu t'es là. Bon, ben, je suis. Elle doit pas trop paniquer. Elle doit se dire, bon, ben, il va me tirer dessus, je pense. Et pan. Et ce qui est trop drôle, ça je l'ai pas, mais c'est la réaction du mec, quoi. Genre, il vient tirer sur la meuf que je menaçais, il vient de la tuer. C'est quoi ce délire? J'ai plus d'otage, comment je fais? Il a tué mon bonhomme. Parce que lui, il sait pas. Lui, il sait pas que Ouais, c'est. lui, Ah comme ouais, elle est non, morte. c'est ça. Il va se réveiller le lendemain avec un mal de crâne. Il va se dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est très vrai. Et c'est très cool. Et comme tu dis, moi, le premier truc que je me suis dit, attends, est-ce qu'il y a d'autres scènes de prise d'otage comme ça où ça se passe comme ça? Je n'ai pas le souvenir. Même dans TNG. Il me semble qu'il y a des scènes de prise d'otage, mais il me semble que c'est pas souvent des. Je tire sur l'otage. Après, quelque part, t'es pas à l'abri d'un tir réflexe de la part du cow-boy. Genre, tu sais, il voit que le mec tire, il pourrait sursauter, avoir peur ou se dire je vais me faire tuer, donc je tue. Enfin, c'est quand même assez risqué de faire ça. C'est logique. En fait, c'est quelque part assez logique. Oui. Mais il a fait un pari quand même. Let's bet. Scène numéro 25. À bord de l'Enterprise, Bethany regarde sa planète. Archer la rejoint. Elle lui dit que c'est incroyable en 300 ans ce qu'a accompli l'humanité alors que eux sont restés les mêmes. Elle doute que son peuple soit capable de s'adapter au mode de vie des humains. Mais Archer la rassure immédiatement. Le shérif a déjà prévu de faire changer les lois. Ça rejoint la discussion qu'on a eue un peu plus tôt. Moi, je maintiens ma position. Je pense que 6000 personnes en 300 ans, ça ne suffit pas pour changer une civilisation. Hein. Ça se change sur plusieurs millénaires, une civilisation. Bah après, en termes de technologie, oui, mais en termes de mentalité, je pense que moins il y a de monde, plus c'est facile de faire évoluer les mentalités. T'as moins d'inertie. Tu crois ? Parce que si t'es élevé par tes parents et que tes cousins et tes cousins et les cousins de tes cousins et les cousins de tes cousins sont tous élevés par une génération qui a été martyrisée et qui s'est rebellée, après 300 ans, c'est 4, peut-être 5 générations, quoi. C'est pas tant que ça. Je sais pas. Hein. Et au contraire, même j'aurais même tu vois, elle, la prof, Bethany, elle est déjà sensible. Tu vois, à la cause des. C'est une métisse. Oui, mais bon, d'un quart. Enfin, je veux dire. Sa grand-mère, elle est quand même sensible à leur cause et elle est perçue comme une humaine par les autres. Donc, tu vois, des gens comme ça, il va y en avoir. Et vu qu'ils sont peu nombreux, elle, ce qu'elle pense, elle le transmet plus ou moins aux enfants. Ok. Ouais. Rien qu'elle toute seule, vu le peu de gens qui sont, peut-être dans 100 ans, il pourrait avoir une société beaucoup plus égalitaire, quoi. Je avec sais son pas. héritage. Parce qu'après, il faudrait un épisode de Lower Decks qui explore cette planète. Qui revient. Mais je sais pas parce que même si Archer était pas intervenu, l'équipage de l'Enterprise, elle aurait fini par être attrapée en train de faire ce qu'elle faisait. Elle aurait pris 10 ans de prison. Ils auraient élu une nouvelle prof qui aurait été. Elle aurait radicalisé, elle aurait posé des bombes. 10 ans plus tard, écoute. Hein. Mais non, mais moi, je doute. On va pas hein. deviner, mais
Moi, je pense qu'il y a moins d'inertie, il y a moins de monde, ça veut dire qu'il y a besoin de moins de monde pour faire évoluer les mentalités. Je sais pas. Après, Qu'est-ce qu'ils c'est, pensent de la communauté du Nord? Il y a du monde qui vit au Nord. Qu'est-ce qu'ils pensent aux autres? je pense la même chose. Mm. Mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, c'est tout. Ah, ok. Euh, C'est pas bon, tu sais rien. Enfin, attention parce que le conservatisme, c'est une pensée très très puissante. Hein. Moi, je doute. Hein. Bref. Scène numéro 26, qui est la dernière scène de l'épisode. Ça se termine sur Bethany, devant une classe mixte, expliquant comment les humains ont appris à voler, et elle est même rejointe par le shérif qui participe à la classe. Voilà. C'était un chouette épisode, hommage à TOS et à l'histoire de la télé et du cinéma américain dans son ensemble, et c'était finalement assez cool. Est-ce que vous savez pourquoi l'épisode s'appelle North Star? Non. Eh ben, c'est pas dit dans l'épisode, mais c'est le nom de la ville. Voilà, Ok. la ville s'appelle North Star. Et pourquoi en français il s'appelle les hors-la-loi? Parce que c'est pas des hors-la-loi, quoi. Personne qui est hors la loi ici. Bah, pas tant que ça, non. Ouais. Ouais, c'est un Il y a épisode qui était à la Bethany mauvaise qui- place. ouais. Bah, il aurait été bien en saison 2, quoi. Ou en saison 4. Bref, non, mais après, Je pense que ou c'est alors, plus en saison 1 ou 2. ouais, je sais pas. Enfin bon, bref, à d'autres moments. Après, c'est surtout que là, on râle parce que dans la continuité, les Xindi sont même pas, ils sont à peine évoqués, juste quand ils se posent la question, est-ce qu'on prend les humains? Ben non, on a d'autres choses à faire, on est là pour les Xindi. Ils parlent même pas de l'Expanse parce que vas-y pour venir les chercher et les ramener, les humains, dans The Expanse. On a déjà établi que c'était compliqué de rentrer et apparemment impossible d'en sortir à cette heure. Donc, bon, bref, comment ils vont faire? On ne le C'est vrai saura qu'ils font un jamais peu parce du- que ils j'ai font un peu cherché du sur tourisme, Internet. quoi. Comment? Il faut un peu du tourisme en fait. Hein. Ah Genre, oui, oh tout tiens, à il y a des humains sur cette planète. Alors on a le choix entre empêcher les Xindi de détruire la Terre, puis aller voir pourquoi il y a des humains là. Après, On c'est va aller voir logique les comme humains. questionnement. Après, je sais oui, plus de où ils en toutes- sont. Ah de non, toutes mais les c'est ça, raisons- de marche, toutes ça les marche en raisons vrai. ouais, de toutes les raisons pour lesquelles tu t'arrêterais sur une planète, je pense qu'il y a d'autres nous. C'est quand même une autre, c'est une bonne raison. Ouais. Oui, non, Tout mais à fait. totalement. Hein. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent ça à Voyager. Alors que Voyager, ils ont envie de rentrer, mais ils n'ont pas d'urgence vitale quoi, à rentrer. Ben, Donc, Voyager, ils peuvent c'est-à-dire que faire du tourisme, tu vois, dans une parce que- situation où, dans tous les cas, quoi, tu vas prendre 70 ans pour rentrer, tu pourrais aller un peu plus vite puis prendre 65 ans, que ça change. Autant explorer, tu sais, mettre de l'information dans tes ordinateurs, puis, tu sais, voir des choses, tu sais. Arrête-toi, il y a peut-être une planète avec des énormes champignons avec des chauves qui vivent dedans, tu sais pas. Tu prêches un convaincu. Bien. Ben, merci à tous les deux pour cette réflexion autour de l'épisode North Star, les hors-la-loi. Épisode 9, saison 3, Star Trek Enterprise. À très bientôt Thierry. À bientôt. À très bientôt Sean. À très bientôt, toi. Ouais, merci. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, pas le nôtre, parce que nous c'était parfait, mais leur épisode de la saison 3 de Star Trek Enterprise. Ciao, Crop, plop. motherfucker.